C'est pas parce qu'on vit en cité qu'on n'a pas d'avenir. Ici, on a tous envie d'avoir un avenir le plus grand possible et on essaye de se battre pour ça. C'est plus dur pour certains. Il faut se battre 2 fois plus quand on est dans une cité. Si un employeur voit ton adresse et voit que tu habites dans la cité Offitt, il va pas te prendre juste pour ça. Chacun a sa propre histoire. La parole nous permet de raconter notre histoire et si ça intéresse les gens, ils pourront la comparer à la leur. Si notre histoire peut les aider à avancer dans leur vie morale, ça peut les encourager dans leur vie future. La parole, ça nous permet de créer notre passé et ça nous permet de créer notre futur. Mon passé est enterré, mais il reste toujours dans un coin de ma tête et parfois il ressort assez violemment. Parfois, je vais dans la maison de mon père et je vais dans la chambre que j'avais. Il y a un fauteuil et je m'assois dessus et je repense à toutes les choses que j'ai vécues là-bas. Je repense à mon passé. Il faut que je me rappelle mon passé pour pouvoir avancer. C'est mon histoire. C'est ma vie. Esther, 14 ans. Plein d'horizons. Tarbes 2018. Esther, c'est une jeune fille que j'ai rencontrée justement à Lourdes, dans la cité Offitt. Elle m'a raconté son histoire. J'ai rencontré beaucoup de gens là-bas, dans le cadre d'un projet où j'étais en tant que conteur. On dit qu'il n'y a pas de hasard. On dit qu'il n'y a que des rencontres. Et le thème du salon du livre, du mai du livre, cette année à Tarbes, c'est éloge de la rencontre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelques rencontres qui ont fait de moi un conteur. Imaginez un chemin. Au bout du chemin, vous imaginez un arbre, un figuier. Et sur l'une des branches de l'arbre, vous imaginez une figue, grosse comme un poing, avec la petite fissure, la petite perle de miel. Et juste sous la figue, vous imaginez une tortue. Le cou tendu vers le fruit dodu et juste à côté, il y a un homme. Et l'homme regarde la tortue qui regarde la figue. Et l'homme demande à la tortue, « Hé, tortue, qu'est-ce que t'attends ?» Et la tortue répond sans bouger la tête, « J'attends que la figue tombe. » Ah bon, tortue? Et ça fait longtemps que tu attends comme ça? Oh, 10 jours peut-être? 10 jours attendre qu'une figue tombe? Et tu t'ennuies pas, tortue? Oh non, l'homme. Vois-tu, à chaque seconde qui passe, je pense que c'est peut-être la dernière seconde et que la seconde suivante, la figue va tomber et que moi, tortue, je vais me régaler de ce fruit mûr à souhait que j'ai si patiemment attendu. Et toujours sans tourner la tête, la tortue demande à l'homme, « Et toi, l'homme, qu'attends-tu dans la vie ?»« Je sais pas. Des fois, je trouve que la vie est moche, que le monde est plein d'injustices, certains ont tout, d'autres n'ont rien, et en même temps, je sens au fond de moi que la vie est belle, et peut-être qu'un jour, il va m'arriver un truc. La vie est belle, la vie est moche. C'est la même chose, l'homme. Tout est question de point de vue. Tout est question de point de vue. On va mettre cette histoire sur pause. Tout est question de point de vue. C'est ce que me disait ma grand-mère Olivia. Ma grand-mère Olivia, elle vivait dans le Périgord. Elle racontait des histoires dans son patois du Périgord, comme elle disait. Et un jour, je lui avais demandé, Mémé, d'où viennent tes histoires? Elle m'avait répondu qu'elle ne racontait que des histoires du pays. Alors moi, je lui ai dit, écoute, Mémé, moi, il y a des histoires que tu racontes que je connais, c'est des histoires de Nasreddin, ça vient de Turquie. Qu'est-ce que j'avais pas dit là? Ma grand-mère, elle m'a dit, tu sais, Ludovic, c'est pas la mode qui vient au pays, c'est le pays qui est à la mode.
Tout est question de point de vue. Tout est question de point de vue. C'est ce que m'a raconté une femme. Elle a fait des milliers de fois le tour du monde, sans prendre l'avion, sans jamais avoir pris, eh bien, même le train. Cette femme, elle est là, dans les mille et une vies. Moi, je ne suis jamais parti en vacances. J'ai jamais été bien loin. J'ai jamais pris l'avion ou le TGV. Mais quand on me demande si j'ai déjà voyagé, moi, je dis toujours, je ne suis jamais parti en vacances, mais j'ai beaucoup voyagé. J'ai déjà fait plein de fois le tour du monde. Et c'est réel. Depuis des années, je fais le tour du monde tous les jours dans mon immeuble. Je suis au dernier étage. Je descends. Il y a un Marocain et un Tunisien. Je descends. Un Portugais, un Kabyle, des Polonais, des Turcs. Je descends. Des Noirs, des Congolais. Et il y a même une famille de Chinois au rez-de-chaussée. J'étais la seule Française de toute l'entrée. C'était un monde en paix en plus. Jamais aucune dispute dans les étages. Avant, c'était que des ouvriers ici. Et on a tous sympathisé facilement. Les gosses jouaient tous ensemble et on avait tous beaucoup d'enfants qui grandissaient ensemble. Quand c'était nous qu'on faisait fête pour un mariage, pour un baptême, on amenait les dragées à chaque voisin. Quand c'était les autres, on avait droit aux gâteaux, au couscous, aux moutons, aux crêpes turques, à la chorba. On connaît tout ça. Pas besoin d'aller bien loin. Pas besoin d'aller bien loin. Moi, rien qu'en montant et en descendant les escaliers, je fais plusieurs fois le tour du monde, tous les jours, dans mon immeuble. Thérèse, 63 ans. Et Thérèse, elle est là, dans les mille et une vies, des femmes et des hommes que j'ai eu la chance de rencontrer. La vie de conteur, c'est une vie de raconteur, de rencontreur. Mais avant d'être conteur, j'étais un enfant. Et quand j'étais enfant, je ne savais pas qui j'étais. Quand j'étais enfant, j'étais rêveur. Ça, je le savais parce que j'avais droit aux mots écrits en rouge sur mon cahier. Enfant rêveur, enfant rêveur. Je me rappelle, ma mère, elle m'avait même emmené voir le médecin. Et elle lui avait demandé, docteur, enfant rêveur, c'est grave? Mais vous savez, moi, à l'école, c'était plus fort que moi. Quand je voyais ce tableau noir, c'est comme si la nuit tombait en plein jour. J'avais mes paupières qui s'alourdissaient. Alors je tournais la tête, je regardais dehors s'il y avait un oiseau qui passait, les nuages dans le ciel. Et à chaque fois, j'avais droit à Ludovic, ça se passe par là. Et j'avais droit aux mots rouges sur le cahier pour les parents. Et quand mon père, il lisait ces mots écrits en rouge, ben moi, j'avais droit à des fessées. Vous savez, des fois, les mots, ça fait mal. Alors, eh bien, pour pas m'endormir, pour pas tourner la tête, j'avais mon truc. Je dessinais. Je dessinais là sur mes cahiers. Je dessinais en haut, en bas, sur les côtés, dans la marge. Je dessinais partout. Moi, je dessinais pas des couteaux ou des fourchettes. Je dessinais des planètes. Et je racontais des histoires avec des monstres, avec des bagarres. Alors, encore une fois, eh bien, ma mère a été convoquée à l'école. Convoquée, c'est le mot. Je me rappelle, mon institutrice s'appelait Mademoiselle Vieille. Ça ne s'invente pas. Et elle a montré les cahiers à ma mère, elle a dit, regardez. Et ma mère, je la revois s'excuser humblement. Cette prof, elle n'avait pas compris. Et mes parents non plus. On ne parlait pas d'éducation artistique en ce temps-là. On ne parlait pas. Et puis à la maison, on ne parlait pas. Et puis, il ne fallait surtout pas répondre, pas répondre. Pas répondre. C'est pas facile pour un gosse qui a plein de questions dans la tête. Alors les mots, pour moi, c'était trop fort. C'était de l'émotion. C'était des cris, c'était des larmes, c'était des coups. Et à enfant rêveur sont venus s'ajouter les mots d'enfant turbulent, enfant agité, enfant violent. J'étais comme ce gamin dans cette histoire. C'est un gosse qui a les poings serrés. Dehors il pleut, c'est un soir d'orage. Et l'enfant, lui, il voit le ciel
Il voit les éclairs et il aura envie que, eh bien, la foudre tombe sur lui. Mais le ciel, il ne voit pas la colère de l'enfant. Et l'enfant, il voit en haut de la colline un arbre. Alors il court vers l'arbre. Et il se met à frapper, à cogner avec ses poings sur le tronc de l'arbre. Il écorche là la jointure de ses doigts et le sang se met à couler contre le tronc de l'arbre. Et la pluie, eh bien, emporte le sang, emporte les larmes de l'enfant jusque dans la terre. Et les racines de l'arbre aspirent cette eau du ciel, cette eau de peine, cette eau de colère. Et l'arbre demande à l'enfant, « Pourquoi tu pleures, petit ? » « Je ne sais pas pourquoi je pleure. Je pleure parce que j'en ai marre. J'en ai assez. » « T'es en colère, petit. T'es triste. Mais écoute, tu sais quoi ? Tu vas grimper dans mes branches. Tu vas aller le plus haut que tu pourras. Et tu verras quelque chose que tu n'as jamais vu. Et ensuite, je te ferai un cadeau. Un cadeau ? Oui, allez, grimpe. Et l'enfant a grimpé. Allez, plus haut, n'aie pas peur. Et l'enfant a grimpé encore plus haut. Et le vent a chassé les nuages. Et l'enfant a vu naître à l'horizon un triple arc-en-ciel. Et l'arbre a offert à l'enfant un fruit mûri dans l'instant. Et l'enfant a mangé le fruit. Et il a oublié sa colère et son chagrin. Et l'arbre lui a dit, si tu veux, toi et moi, eh bien, on peut devenir amis. Tu viendras quand tu veux. Amis ? Oui. Et c'est comme ça qu'a commencé l'amitié entre l'arbre et l'enfant. L'enfant venait souvent. Il grimpait dans les branches, il laissait le vent caresser son front. Et l'arbre lui offrait un de ses fruits. Et le temps a passé. L'enfant a grandi et il a oublié l'arbre heureux. Un soir, l'arbre l'a reconnu. « Oh, dis-moi, comme tu as grandi, allez, vas-y, grimpe dans les branches, je te ferai un cadeau. » « Oh non, moi, c'est plus de mon âge de grimper dans les branches. Non, non, moi, ce qu'il me faudrait, c'est de l'argent. De l'argent. Ah, j'ai une idée, tu sais quoi ? Tu vas grimper dans mes branches, tu vas cueillir mes fruits. Et tu vendras mes fruits, tu te feras marchand. Et comme ça, tu seras heureux, tu auras de l'argent. D'accord. Et ainsi fut dit, ainsi fut fait. L'adolescent a cueilli les fruits, il a été les vendre, il a pris l'argent. Et il a oublié l'arbre. Encore une fois, les années ont passé. Les années ont passé et un soir, l'arbre l'a vu arriver. « Oh, dis-moi, ah, t'es presque un homme. Ben, raconte, qu'est-ce que tu deviens ? » ?»« Je vais me marier. »« Oh, c'est bien. Alors, dis-moi, comment elle est ta fiancée ? » ?»« Ah, elle est belle. Seulement voilà, bah, il faut que je construise une maison et il me faudrait du bois pour faire des planches pour ma maison. » Ah, je comprends. Alors écoute, voilà, eh bien, t'as qu'à couper mes branches les plus belles. Tu t'en feras des planches pour ta maison et tu seras heureux, d'accord ? D'accord. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Et le jeune homme a coupé les branches les plus belles. Il s'en est fait des planches et avec, il s'est fait sa maison. Il a oublié l'arbre heureux. Et le temps passe encore. Des années et des années plus tard, un soir. Oh, dis-moi, oh là là, l'homme, qu'est-ce que t'as vieilli ? Raconte, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, tais-toi, que des malheurs. J'ai divorcé, avec mes enfants, on n'arrête pas de s'engueuler, j'ai perdu mon boulot. En fait, je me rends compte aujourd'hui que ce que j'aurais vraiment aimé faire sur la Terre, ça aurait été de voyager, d'avoir un bateau, d'aller au fil de l'eau seulement. J'ai pas d'argent, j'ai pas de bateau. Un bateau. Oh, j'ai une idée. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas couper mon tronc. Tu vas les vider. Tu vas te construire un bateau et tu partiras sur la rivière, d'accord ? D'accord. Ainsi fut dit. Ainsi fut fait. Et l'homme a coupé
le tronc de l'arbre, il l'a évidé, il l'a roulé jusqu'à la rivière et il est parti au fil de l'eau. Et il n'a laissé, là, en haut de la colline, qu'une souche de l'arbre heureux. Et le temps passe encore, des années et des années. Des dizaines d'années plus tard, un soir de pluie, un vieillard est arrivé. Et l'arbre s'est arrêté juste devant la souche de l'arbre. Et le vieillard s'est mis à pleurer. Et les larmes ont coulé sur les joues jusqu'à la pointe du menton du vieil homme, sont tombées dans la terre, ont pénétré dans la terre et... Eh bien, les racines de la souche de l'arbre ont aspiré cette eau de chagrin. Et l'arbre a demandé, « Hé, pourquoi tu pleures ?»« Je pleure parce que j'ai cru que pour être heureux, ben, il me fallait de l'argent et tu m'as donné tes fruits, tous tes fruits. Ensuite, j'ai cru que pour être heureux, il me fallait une maison et tu m'as donné tes plus belles branches, j'en ai fait des planches. J'ai cru que pour être heureux, il me fallait un bateau et tu m'as donné ton corps, ton tronc et j'ai tout pris de toi, il ne reste plus rien aujourd'hui. Et je me rends compte que la seule fois où j'étais heureux, c'est quand j'étais enfant, quand je grimpais dans tes branches, que je sentais le vent caresser mon front et que tu m'offrais un de tes fruits. Et c'est pour ça que je pleure. Parce que, voilà, il ne reste plus rien de toi. Ah, vraiment, vous les hommes, vous ne comprendrez jamais rien. Assis-toi là tout contre moi et tu verras quelque chose que tu n'as jamais vu et tu verras, tu seras heureux. Et le vieillard s'est assis sur la souche de l'arbre. Il a senti le vent caresser son front, il a ouvert les yeux et il a vu un peu plus loin. Il a vu un peu plus loin, là, à quelques pas, un arbre qui était né. Un arbre qui était né d'un des fruits de l'arbre heureux. C'était un arbre qui étendait ses branches vers l'horizon. C'était un arbre heureux. Alors, enfant, je n'avais pas encore rencontré mon arbre. Ça n'allait pas tarder. Cet arbre, homme, je l'ai rencontré au collège. Monsieur Mauffret. Monsieur Mauffret, c'était mon professeur de français. C'était un professeur sévère. Et moi, en français, j'étais nul. Je faisais des fautes presque à tous les mots. J'étais nul. C'est normal puisqu'on n'arrêtait pas de dire que moi, j'étais mauvais en français. Alors j'étais mauvais. Je me rappelle, en 6e, j'étais au fond de la classe et le premier cours de français, Monsieur Mauffret nous lit une poésie d'Arthur Rimbaud. Vous savez, celle où il y a les enfants qui sont là dans leur guenille en plein hiver, grelottant, au-dessus du soupirail, à respirer la bonne odeur du pain, à sentir la chaleur du fournil. Et à la fin, M. Mauffret nous a dit que cette année, nous allions apprendre des poésies d'Arthur Rimbaud. Et il a demandé, est-ce que quelqu'un connaît Arthur Rimbaud? En 6e, tous les élèves sont restés là, les bras croisés sur leur table, sauf moi. J'avais mon doigt accroché au plafond. Et M. Mauffret m'a demandé, mais Ludovic, qu'est-ce que tu connais d'Arthur Rimbaud? Et là, j'ai tout raconté, la vie d'Arthur Rimbaud. Charleville-Mézières, sa mère, sa sœur, la vigne grise. Et j'ai raconté, eh bien, son professeur au lycée, les poésies, j'ai raconté les fugues. J'ai raconté quand il va à Paris, la Commune, les soldats morts dans les fossés. J'ai raconté Verlaine, j'ai raconté le coup de pistolet, Londres et l'Afrique, le trafic d'armes et à la fin, eh bien, la jambe gangrenée, la mort. Et je revois les yeux écarquillés de Monsieur Mauffret. Et il m'a dit, mais comment tu connais tout ça, Ludovic? Alors moi, je lui ai dit que j'avais vu un film à la télévision. Et ce professeur, il a tout compris. Il a tout compris. Il m'a dit, ah, eh bien, Ludovic, est-ce que tu pourrais nous raconter une autre fois un autre
film que eh ben, verras à la télévision. Oh ben oui, moi j'adore la télévision. J'étais un enfant de la télévision. Et j'ai raconté un autre film, puis un second. Et je me souviens, Monsieur Moffret, à la fin voilà, d'un cours, qui vient vers moi et qui me donne un livre. Il me dit, Ludovic, je voudrais que tu lises ce livre et eh bien, que tu nous le racontes comme tu racontes les films que tu vois à la télévision. J'ai dit d'accord, j'ai pas osé lui dire que j'avais jamais lu de livre. À part Pif Gadget et Mickey, j'avais jamais rien lu. Je me rappelle, c'était un beau livre. Gallimard, collection 1000 soleils. La véritable histoire d'Hélène Keller, sourde, aveugle et muette. Oh, c'était un gros livre. C'était difficile au départ, mais je suis rentré dans l'histoire. C'était l'histoire d'une petite fille, née dans une famille riche aux États-Unis. C'était la honte de sa famille. Pourquoi? Parce qu'elle était née sourde, aveugle et muette. Alors il l'avait enfermée dans une pièce. Elle n'avait le droit de jamais sortir. Personne ne la voyait. Elle était élevée comme une bête. On lui amenait à manger. Elle mangeait par terre. Jusqu'au jour où il y a une gouvernante qui est arrivée. Et elle a vu un être humain là, dans cet enfant. Elle lui a tendu la main, elle lui a appris à manger. Elle lui a appris, eh bien, à lire avec le bout des doigts. Et moi, j'ai lu toute cette histoire. Et j'ai raconté le livre en classe. J'ai eu droit aux félicitations. Et je me souviens, à la fin de ce cours, Monsieur Moffret m'a dit, Ludovic, viens avec moi. Et il m'a conduit jusqu'à la bibliothèque du collège. C'était la première fois que je rentrais dans une bibliothèque. J'avais jamais vu autant de bouquins. Et Monsieur Moffret m'a présenté à la bibliothèque. Il a dit, voilà Ludovic, eh bien j'aimerais que vous l'aidiez à choisir un livre. Et il est parti. Il m'a laissé seul avec cette femme. Alors elle m'a demandé, Ludovic, qu'est-ce que tu aimes lire? Moi, j'ai pas su quoi lui répondre. Alors elle m'a demandé, c'est quoi le dernier livre que tu as lu? Alors je lui ai dit, c'est La véritable histoire d'Hélène Keller, sourde, aveugle et muette. Oh, c'est une histoire difficile. Et elle est partie. Et elle m'a ramené un livre. Un livre qu'on ne devrait jamais donner à un enfant de 6e. Les frères de Soledad. George Jackson. Brothers Soledad. Les frères de Soledad. C'est l'histoire d'un jeune noir, emprisonné à 18 ans parce qu'il a conduit sans permis. Il va passer 12 années de sa vie là. Et il va devenir révolté. Il va devenir, eh bien, Black Panthers. Il dénonce le racisme. Et moi, je lis cette histoire. Et ça a été une véritable claque. Je découvre le racisme. Et surtout, je découvre que j'étais raciste. Normal. Avec un père qui a fait 8 ans de guerre de colonie. Et là, je me rends compte qu'on m'a mis des choses dans la tête qui n'étaient pas de moi. À partir de ce jour, eh bien, j'ai commencé à grandir avec les livres. J'ai dévoré les bouquins, tout Zola, tout London. J'ai eu la chance de rester 2 années avec Monsieur Moffret. Je suis devenu bon en français. Seulement, j'étais mauvais. Mauvais élève à l'école. J'avais droit maintenant à des mots sur mes carnets. Enfant insolent. Enfant indiscipliné. Enfant enragé. C'est un jour de printemps. Un papillon blanc vole de fleur en fleur. Et il y a un vieux monsieur qui suit le papillon des yeux, qui marche derrière lui dans la ville. Et le vieux monsieur, lui, quand il marche dans la ville, il voit la ville autrement, comme elle était autrefois. Et quand il voit ce papillon, eh bien, il se sent comme un enfant. Il se rappelle sa grand-mère qui lui disait « Papillon blanc, signe de printemps ».
Et voilà le papillon qui s'est posé sur une fleur bleue. Et puis il s'envole un peu plus loin. Alors le vieux monsieur suit le papillon. Et à ce moment-là, il y a un chien noir qui bondit. Là, sur une grille, il a fait trembler. Et le vieux monsieur, il fait un pas en arrière, il manque de tomber. Oh, il a son cœur qui bondit dans la poitrine. Et il voit ce chien, les yeux rouges, les crocs menaçants qui voudraient lui sauter à la gorge. Et le vieux monsieur, il voit la grille, la chaîne, le cadenas derrière une maison avec les volets clos, les mauvaises herbes dans le jardin. Et le chien qui continue à bondir, avec ses yeux injectés de sang. Alors le vieux monsieur, tout tremblant, il s'éloigne, le chien le poursuit jusqu'au bout du mur en continuant à aboyer comme un fou. Et le vieux monsieur, enfin, il arrive un peu plus loin, il s'adosse contre une maison. Le chien s'est arrêté d'aboyer et une fenêtre s'ouvre. Et une femme apparaît. Ah, vous avez vu ce chien comme il est méchant? Oh là là, oh oui, qu'est-ce que j'ai eu peur. Ah ben vous savez ce chien. Eh bien son maître, il était encore pire. De toute façon ce maître, il a élevé ce chien à coups de bâton. Maintenant le maître est mort, nous on n'attend qu'une chose, c'est que le chien il crève à son tour. Ah bon? Et le vieux monsieur a regardé la femme, il a fait demi-tour et il est retourné. Il est retourné vers le chien. Et le chien s'est remis à aboyer, à bondir, à rebondir, avec la bave là, sur les babines, avec ses yeux rouges qui voulaient tuer. Et le vieil homme, il s'est placé là, devant la grille. Et il a regardé le chien, et le chien aboyait. Les gens sont sortis et disaient, allez-vous-en. Mais lui, il a continué à regarder le chien. Et cette fois, il le regardait avec les mêmes yeux doux qu'il avait pour regarder le papillon tout à l'heure. Il le regardait tranquillement, et le chien aboyait. Et lui, il a continué à le regarder. Et au bout d'un moment, le chien, épuisé d'avoir aboyé, il s'est arrêté, il s'est assis. Et il a regardé le vieil homme. Qu'est-ce que tu veux? Et à ce moment-là, le vieil homme a plongé la main dans sa poche. Le chien a grogné. Le vieil homme a arrêté son geste. Il a continué à le fixer avec ses yeux pleins de douceur. Et il a sorti un morceau de pain de sa poche. Il a tendu son bras à travers les grilles. Les gens ont crié « Arrêtez !» Et il a continué son geste. Et le chien a bondi, a attrapé le morceau de pain. Il l'a croqué, avalé. Et le vieil homme a laissé sa main ouverte derrière les barreaux. Et le chien, avec sa langue, a léché les miettes de pain. Les gens se sont approchés. Mais comment vous avez fait? Vous êtes un magicien? Non, a dit le vieil homme, je ne suis pas un magicien. J'ai simplement changé mon regard sur le chien. Et je lui ai donné le temps de changer son regard sur moi. C'est tout. Et le vieil homme est reparti. Et longtemps, j'ai cru que, j'étais un peu comme ce vieil homme qui, en racontant mes histoires, en offrant le pain de mes histoires à travers les barreaux de la réalité à ces gamins que je rencontre souvent dans les quartiers difficiles, j'étais un peu comme ce vieil homme-là, alors que j'ai longtemps été un chien enragé. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui m'ont tendu la main, qui ont changé leur regard sur moi et qui m'ont permis de changer mon regard sur eux et sur le monde. Mais j'étais toujours pas conteur. J'étais là, révolté, enragé. En troisième, j'ai été voir une conseillère d'orientation. Orientation, c'est le mot. Elle m'a demandé ce que j'aimais. Alors je lui ai dit que moi j'adorais dessiner et j'adorais aussi les histoires, que je voulais raconter des histoires en dessin, que c'était mon rêve. Alors elle m'a dit, j'ai exactement ce qu'il te faut, Ludovic. 6 heures de dessin par semaine. Ça va te plaire. Oh, moi j'étais aux anges. Je me suis retrouvé en seconde technologique. Et là, ça a été la catastrophe. Parce que c'était 6 heures de dessin industriel. Je me revois avec vue de dessus, vue de dessous, le rotring, des taches là sur le papier calque. Le lycée, c'était pas pour moi.
il y a eu des nouveaux mots sur les carnets. Enfant absent, enfant insolent. J'ai commencé à fuguer. Fallait que je m'en aille. Alors j'ai quitté le lycée et puis je suis parti en internat dans une école des métiers, EDF. Je suis devenu ouvrier monteur. En haut des poteaux, la tête près des nuages. Et je me suis engagé très vite dans les œuvres sociales. Je suis devenu militant syndical. Je faisais du théâtre avec le théâtre de l'opprimé, sur la paix, sur les droits, sur la lutte. Et j'ai aimé cette vie de militant. Je me suis engagé corps et âme. J'ai rencontré des vieux comme Dédé Machelard qui m'ont raconté le Front populaire, la résistance. Je me suis identifié complètement à leurs histoires. Et au début, j'encadrais dans les colonies de vacances des œuvres sociales l'été. Et j'avais un projet justement sur la paix et contre le racisme avec des enfants. Et cette année-là, le directeur, il m'a dit, Ludovic, cet après-midi, il faudra que tu emmènes les enfants parce qu'il y a un spectacle de contes. Alors moi, j'ai expliqué que je ne pouvais pas, que nous, on est en train de répéter justement notre spectacle qui devait avoir lieu le lendemain. Elle m'a dit, mais non, il y a un spectacle, c'est pour tous les enfants, il faut que tu les emmènes. J'avais pas le choix, alors j'ai emmené les enfants et ils sont installés devant avec tous les autres enfants face au compteur. Et moi qui n'avais pas envie d'être là, je me suis mis près de l'entrée, le dos contre le mur, de côté. Et puis, j'avais jeté un coup d'œil sur le compteur et il ne me plaisait pas. Il était là, tout barbu, sur sa chaise. Il ne bougeait pas. Et il a commencé à raconter. Et moi, j'ai commencé à écouter. Et à un moment, je suis tombé dans ces histoires. Et à la fin, je ne savais plus où j'étais. Alors j'ai été voir cet homme. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi? Et il m'a dit, c'est du conte. Mais comment ça marche? Alors il m'a dit, c'est pas difficile. Imaginez un village. Vous imaginez un village? Ben oui. Bon, imaginez, c'est le jour du marché. Vous imaginez le jour du marché? Ben oui. Imaginez, un marchand de légumes, un boucher, un charcutier, un fleuriste, un poissonnier. Vous imaginez tout ça? Oui, oui. Imaginez une femme. Elle fait son marché. Elle achète des poireaux, elle achète des carottes, elle va chez le charcutier, elle achète des saucisses. Vous imaginez tout ça? Oui, oui. Et imaginez, à un moment, elle va pour traverser la route. Arrive un éléphant rond sur des patins en roulette. La femme, elle pousse un cri, elle lâche son panier. Et voilà que les carottes se sauvent en rebondissant, donc, que les poireaux s'envolent en criant « Vive la liberté !» et que les saucisses glissent comme un serpent sur la route. Vous avez imaginé tout ça? Ben ouais. Il dit, ben c'est ça le conte. Oh ben c'est super. Ça a été la meilleure leçon de conte que j'ai jamais reçue. Et à partir de ce jour, j'ai décidé de devenir conteur. Alors, j'en ai pas fait un métier. Non, je racontais des histoires dans mon camion, là, en partant sur les chantiers. Et puis après, pour mes enfants, puis j'allais dans les écoles. Et j'ai raconté avec le mouvement de la paix, l'Institut Hiroshima-Nagasaki. J'ai eu la chance de rencontrer Albert Jacquard, plume d'aigle flottante. Ce conteur, vous savez, qui voyageait autour de la Terre pour porter la paix, qui disait que les contes, c'était pour qu'il y ait la paix sur le monde. C'est ce conteur qui a raconté le conte de Nuages d'avril. C'est l'histoire de cette petite souris qui va jusqu'au soleil pour voir les taches claires qui sont justement sur l'astre. Et j'ai 20 années de ma vie qui sont là, où j'étais militant, ouvrier révolté d'un côté, et de l'autre conteur, rêveur. Et sont arrivées les années 90, les années de casse des grandes entreprises nationalisées. Il y a eu des luttes, des grèves, et de plus en plus de suppression de personnel. Et les luttes étaient de plus en plus dures, les conflits de plus en plus violents. J'ai été sanctionné. Et puis il y a eu des grèves de la faim, et il y a eu les suicides. Et je me suis rendu compte que je devenais de plus en plus violent. J'étais de moins en moins moi.
Et que le seul endroit où j'étais bien, c'était dans les histoires. C'est là où il y avait de la lumière. Ouais. C'était plus à EDF qu'il y avait la lumière, non. C'était dans mes contes. Alors j'ai senti qu'il fallait que je sauve mon âme et qu'il fallait que je quitte EDF pour devenir conteur. Sauf que quand j'ai annoncé ça à mon entourage, mais tous les gens m'ont dit, mais tu es fou, Ludovic, tu peux pas faire une chose pareille. Et là, je leur ai dit, vous savez, pendant 20 ans, j'ai pris mes responsabilités. Et là, je sens que il faut aussi que je prenne mes responsabilités vis-à-vis de mes rêves. Et que si je ne fais pas ça, un jour, je le regretterai. La seule personne qui m'a soutenu, c'était ma grand-mère, Olivia. Elle m'a dit, Ludovic, il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi. Alors j'ai fait le choix, j'ai quitté EDF. J'ai quitté EDF et je suis devenu conteur, ce qui est le compte pour un électricien. Je suis devenu rêveur à temps plein et à plein temps. Je suis parti sur les chemins de la vie qui m'ont emmené jusqu'à Tarbes où j'ai rencontré Esther, les chemins de la vie qui m'ont emmené jusque dans le nord de la France où j'ai rencontré Thérèse qui fait des milliers de fois tour du monde. Je suis conteur, raconteur, rencontreur. On dit qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a que des rencontres. Tout est question de point de vue. Tout est question de point de vue. Vous vous rappelez tout à l'heure l'histoire avec la tortue? Quand la tortue a demandé à l'homme, « Et toi, l'homme, qu'est-ce que t'attends dans la vie ?» L'homme répond, « Oh, je sais pas, des fois je trouve que la vie est moche. Certains ont tout, d'autres n'ont rien, et je sens au fond de moi que la vie est belle, et peut-être un jour il va m'arriver quelque chose. La vie est moche, la vie est belle. C'est la même chose, répond la tortue. Tout est question de point de vue. Mais tu as raison, il va t'arriver quelque chose, et plutôt que tu ne le crois. À peine la tortue a-t-elle dit cela que l'homme, il entend un bruit derrière lui. Il se retourne, et il voit face à lui une masse de muscles, griffes, crocs, une crinière, un lion. Vous savez ce qu'il ne faut jamais faire face à un lion. Si, par hasard, vous rencontrez un lion à Tarbes, à Lourdes ou n'importe où, vous savez surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ne jamais lui tourner le dos, ne jamais fuir. En un bond, il est sur vous. Non, il faut faire comme font les bergers peuls en Afrique. Il faut fixer le lion droit dans les yeux. Ne pas lui montrer sa peur. Mieux, il faut lui sourire. Facile à dire, parce que dans ces cas-là, c'est le cœur qui prend le pouvoir. Et le cœur est couard. Et voilà le cœur de l'homme qui lui hurle « Fuis, sauve-toi » Et l'homme tourne le dos au lion, il écarte les branches, et il se met à courir comme un fou. Et loin derrière lui, voilà la tortue qui lui crie « Bonne chance, l'homme » Et l'homme court, tombe, se relève, court encore plus vite. Et le lion, derrière lui, bon après bon, se rapproche de son prochain repas. L'homme courait, freinait. Il s'est arrêté. Là, juste à temps, ses doigts de pied sont au ras d'un ravin. 30 mètres plus bas, les rochers sur lesquels il a failli s'écrabouiller. Et derrière lui, le lion fait un pas en avant et se pourlèche les babines. L'homme n'a qu'une seule chose à faire. Il écarte les bras, il saute dans le vide. Il a repéré dans la falaise. Il y a un arbuste qui a poussé là dans une anfractuosité. Alors l'homme s'accroche aux branches de l'arbre. L'arbre plie-ploie mais ne rompt pas. Et voilà l'homme qui se balance entre le ciel, la terre, la vie, la mort et en haut. Le lion rugit de dépit. L'homme, tout en se balançant, remarque une petite brindille cassée, rebondit sur les rochers et tombe dans la rivière juste derrière. Et ça fait des ronds dans l'eau. Des ronds dans l'eau. Et autour des ronds dans l'eau, s'approchent d'étranges troncs d'arbres qui ouvrent des gueules pleines de dents. Et les crocodiles en bas claquent des dents et font savoir à l'homme là-haut qu'ils aimeraient faire plus ample connaissance avec lui. Et l'homme se dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Si. Et c'est alors qu'il entend un sifflement sur sa gauche. Un sifflement, eh bien, de la pire espèce, c'est un serpent
aux écailles noires, un serpent du genre. Hit mort, t'es mort. Le serpent siffle, les crocodiles claquent des dents, le lion rugit et l'homme se balance, il se dit mais c'est pas vrai, si. Et il entend un autre bruit, un tout petit bruit qui vient juste derrière lui. Il jette un coup d'œil et qu'est-ce qu'il voit? Deux boules de poils, deux rats, un noir, un blanc, en train de grignoter le tronc de l'arbre. Et l'homme se dit, ce n'est pas vrai. Si, les rats grignotent, les crocodiles claquent des dents, le lion rugit, le serpent siffle. Et c'est alors qu'il l'aperçoit. Elle est belle. Elle était cachée par les feuilles, c'est une orange. Et l'homme regarde l'orange, et l'homme tend son bras vers l'orange. L'arbre plie un peu plus, mais ne rompt toujours pas. Le serpent siffle, les crocodiles claquent des dents, le lion rugit, les rats grignotent, et l'homme cueille l'orange. Elle est toute chaude. Il la rapproche de son visage. Le serpent siffle, les crocodiles claquent des dents, le lion rugit, les rats grignotent, et l'homme écorce l'orange et tous les parfums de la mémoire, tous les parfums de l'enfance remontent à sa mémoire et l'homme glisse un quartier d'orange dans sa bouche, le roule sous sa langue, il croque. Et il y a une explosion de saveur. Et il y a comme un torrent de lumière là qui sort et il hurle « Waouh, la vie est belle jusqu'au bout !» Et l'homme se réveille. Il est dans son lit. Il repense à son rêve. Le rêve était si fort qu'il a même le goût de l'orange dans la bouche. Et il voit sa femme dans son lit. Elle s'appelle Mélek. Ça veut dire l'ange. Elle est belle. Il se dit, la vie est belle comme un ange endormi. Et puis, sans faire de bruit, il quitte la chambre, il prend le couloir. Et il ouvre la porte de la chambre d'à côté et il voit ses deux enfants dans leur lit. La vie est belle, comme deux enfants, comme deux oiseaux dans leur nid. Et puis il se prépare un bon bol de café noir. Il se dit, la vie est belle comme un bol de café noir, amer et brûlant. Et il voit les lumières de la ville et il se dit, la vie est belle comme une ville qui s'éveille. Et il voit la vieille pendule de sa grand-mère qui est là dans la cuisine. Et il se dit, bah non, il ne se dit pas que la vie est belle. Il se dit qu'il est en retard. Comme tous les rêveurs. Jamais à l'heure, toujours ailleurs. Alors l'homme, vite, il met ses baskets, il descend les escaliers, il chope le bus et il disparaît. Et il part sur un chantier. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors la vie est belle de chaque histoire, de chaque conte, de chaque rencontre que l'on peut partager. On dit qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a que des rencontres.